Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord et commentons l'actualité avec Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Bonjour Valérie. Bonjour Frédéric, on va parler sondage avec vous. Avec vous avez plaisir. publié La fracture aux éditions Les Arènes. Noémie Alioua, journaliste, essayiste. Votre dernier livre, La terreur jusque sous nos draps, est paru chez Plomb. Jean-Baptiste Moreau, porte-parole du think tank Agriculture Stratégie. Vous avez été également agriculteur et nous attendons Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Vote dimanche prochain pour les élections européennes. On va voir avec vous, Frédéric Dabi, quelles sont les marges d'erreurs possibles, d'incertitudes. Est-ce que les gens peuvent changer d'avis au dernier moment? Toujours Emmanuel Macron, on l'a dit hier, on l'a commenté, qui va s'exprimer jeudi soir sur France 2 et on apprend aujourd'hui qu'il va parler aux médias le crayon. Peut-il récupérer les jeunes? On en parle avec vous. Et puis CNews qui passe devant BFM avec cette une un peu hallucinante de Libération et tout un dossier consacré à CNews, journalisme d'extrême droite. Et on va parler de tous ces sujets avec vous. On commence avec vos coups de cœur et vos coups de gueule avec vous. Frédéric, vous avez... C'est quoi? Je me dis toujours que vous avez un truc un peu en marge. Pas en marge, mais c'est un... Je crois que c'est un coup de gueule ou une remarque que je fais quasiment chaque année, fin mai, début juin, lorsque je suis invité ici, Valérie, c'est le parcours des Français à Roland-Garros, puisqu'il n'y a plus de Français à Roland-Garros depuis hier. Alors voilà, c'est un peu moins catastrophique que ces 2 dernières années, mais clairement, à moins de 50 jours des Jeux Olympiques, on peine à imaginer une médaille française aux Jeux Olympiques, parce qu'il y aura du tennis qui se jouera au stade Roland-Garros, à quelques mètres d'ici, quelques centaines de mètres d'ici. Et là, effectivement, c'est un double coup de gueule, même si les Français ont plutôt été honorables. On est entre la génération dorée, mon fils Gasquet, Simon Tsonga, où quasiment tout le monde est parti, il reste que mon fils et Gasquet, et une génération de jeunes encore un peu tendre, même si Corentin Moutet a atteint les huitièmes de finale. Il y a aussi un petit coup de gueule sur ce qui est devenu Roland-Garros, qui était avant... pour prendre la métaphore rousseauiste, la fête, et c'est clairement devenu le théâtre avec des séances de nuit, des matchs qui peuvent se terminer à 3h du matin. Où est le tennis, même s'il reste la passion? Et puis les spectateurs dans le stade qui parfois se trompent de stade. On n'est pas dans un stade de foot. Là, je pense que Jean-Baptiste peut peut-être réagir. Oui. J'étais un très mauvais joueur de tennis pendant très longtemps, mais j'ai joué au tennis longtemps. Et je suis allé à Roland, j'ai vu le dernier match de Jimmy Connors. Les jeunes ne s'en souviendront plus. Mais le dernier match de Jimmy Connors face à Michael Stich à Roland-Garros à l'époque. Mais oui, effectivement, ce qui est devenu Roland, on a l'impression de plus d'être dans un stade de foot que dans un truc de tennis. Alors je comprends bien que ça permet justement peut-être d'attirer de nouvelles populations et tout ça, mais enfin, le tennis, il y a besoin d'un peu de concentration et parfois on est un peu surpris quand on voit les bandas et tout. Je sais pas. Alors c'est peut-être un peu élitiste de ma part de dire ça, mais c'est quand même spécifique le tennis et je trouve que on gagne pas grand-chose à vouloir singer les autres sports. Et sur les renouvellements des générations, oui, il y a eu effectivement, des jeunes. Moutet, il a 23 ou 24 ans. Des jeunes, on n'en voit pas beaucoup poindre, justement, c'est bien le problème. Depuis effectivement Tsonga ou avant les Piolines, on n'a pas beaucoup de joueurs qui sont arrivés dans les 10 premiers mondiaux depuis longtemps, quoi. Du côté femme, Marie Pierce à l'époque, mais Alizé Cornet était pas loin, mais on a quand même un problème de formation, je pense, dans le tennis. Globalement, il y a quand même beaucoup de gens qui jouent au tennis et au final, au niveau, on n'arrive pas trop à percer, j'ai l'impression. Alors moi, ça m'intéresse pas du tout cette année. On s'en est rendu compte. Non, mais depuis quelques temps, moi j'ai été une passionnée, effectivement. Je vous parle d'une époque que ceux qui connaissent les moins de 20 ans n'ont pas connu. Oui, mais c'était, franchement, on connaît pas les joueurs. Ils ont un charisme d'huître. Enfin, à part. C'est parce qu'il n'y a pas de Français. Non, vous êtes sévère. À part mon petit Raphaël Nadal. Il a perdu au premier tournant. Djokovic. Moi j'étais en match Nadal, c'était pas grisant. Et c'était lamentable. Tout le stade applaudissait aux fautes de l'adversaire de Nadal. Lamentable. Bon, bref, un match de foot. Bon, je vois que Noémie ne lève pas le doigt, donc je pense que ça ne la passionne pas non plus. Noémie, justement, vous aviez Sophie, on est télétravail à Roland-Garros, c'est ça? Justement. Voilà, on est dans la continuité. On est dans la continuité. Je suis absolument stupéfaite. Il y a 2 choses qui m'ont stupéfaite. Il y a d'abord le télétravail à Roland-Garros, où alors ils foncent entre les jeux, etc., pour télétravailler. Ils se mettent sur des tables dehors.
j'ai demandé à des tas de gens qui sont en télétravail, ils prétendent qu'ils travaillent, qu'on peut télétravailler d'où on veut. Donc il y a une espèce d'abus. Ouais, j'ai un slogan là-dessus, moi, c'est TT is the new RTT. C'est-à-dire que le télétravail, c'est les nouveaux RTT, en fait. Exactement. On a un certain nombre de gens qui pensent que le télétravail, c'est du repos, finalement. C'est du repos. Donc, alors on reste en contact avec le bureau, mais c'est invraisemblable. Et je pense qu'on laisse tout aller. On laisse aller, parce qu'après tout, voilà. Non, mais c'est ce qu'on m'a dit d'ailleurs dans l'entreprise il y a 2 mois, je me souviens. Je prends une journée de télétravail parce que j'ai le plombier demain. Voilà, non, ce n'est pas du temps à disposition du salarié, mais on a tellement expliqué que c'était du stress, qu'il fallait laisser rester chez eux, etc., que le discours politique et médiatique est dramatique parce que ça entraîne, et c'est de pire en pire. Dans le même genre, parce que c'est la même chose, et je dois plus être du tout de mon époque, je vois que sur TikTok, on a tenez-vous bien, une playlist des livres à lire. C'est-à-dire qu'évidemment, on les lit pas. Et vous avez l'auteur, ce qu'il faut en penser, quoi dire pour que ça fasse genre je l'ai lu, que les professeurs se servent de TikTok et mettent leurs cours sur TikTok, et la schizophrénie qui consiste à dire que les jeunes en particulier et les moins jeunes d'ailleurs, mais sont de tout sur leur écran. TikTok est devenu la plateforme mondiale où on fait tout, et moi je sais pas comment on fait pour leur dire de pas être sur les écrans, de lire des bouquins, de se cultiver, et quand les mêmes vont donner de l'information à TikTok pour qu'ils puissent passer leur bac. Les annales, c'est fini. Les annales du bac étaient déjà résumées, on se faisait déjà engueuler quand on regardait les annales du bac. Et donc, je crois que c'est la responsabilité individuelle, ça. C'est pour ça que c'est un vrai cri d'alarme, c'est même pas un coup de gueule. On ne peut pas mettre tous les examens sur TikTok en prêt-à-penser avec du franglais partout. Je vous dis, la playlist des livres à lire, c'est si pas ça leur permet d'apprendre, mais... Non, mais vous soulevez un sujet de fond, à savoir que TikTok est en train de créer des générations d'abrutis. Mais exactement. En train de détruire aussi la capacité de concentration de nos jeunes. Complètement. Est en train de reformer leur cerveau. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup, y compris aux États-Unis, pensent qu'il faudrait interdire TikTok. Mais exactement. Parce qu'il y a aussi de l'ingérence chinoise, on le sait, pour différentes raisons. C'est interdit d'ailleurs, vous vous rappelez, les députés du Parlement européen, notamment, ceux aussi n'avaient plus le droit de se connecter. aux États-Unis aussi. Voilà, ils n'ont pas le droit. Et Donald Trump qui vient de se réinscrire sur TikTok. On va en reparler dans un instant avec vous. Sauf Jordan Bardella, mais ça... Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Vous avez publié La fracture aux éditions Les Arènes. Noémie Alioua, journaliste, essayiste. Votre dernier livre, La terreur jusque sous nos draps, est paru chez Plomb. Jean-Baptiste Moreau, porte-parole du think tank Agriculture Stratégie, et également ancien agriculteur, et Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. On va parler évidemment de ce vote de dimanche prochain pour les élections européennes avec les éclairages éclairés de Frédéric Dabi. Emmanuel Macron qui va s'exprimer auprès du média Le Crayon pour tenter de récupérer les jeunes. Moi j'avoue qu'on a reçu, je voulais pas le dire mais je le dis, on a reçu un des dirigeants du Crayon. J'étais absolument effaré du discours woke, gaucho, je ne sais pas comment le dire, de son dirigeant. Mais bon, CNews qui passe devant BFM, faut-il s'en inquiéter? Là aussi, autre discours fustigé à la une de Libération. On y revient dans un instant après vos coups de cœur et vos coups de gueule. Oui, je voulais rajouter un petit truc par rapport à ce que... TikTok, voilà, Noémie a évoqué les dangers de TikTok. Vous savez que nous, depuis maintenant une douzaine d'années, avant chaque élection, on fait une grande enquête pour l'ANASEJ, une association qui fait en sorte que les jeunes s'inscrivent sur les listes électorales ou participent à des conseils municipaux sur le vote des jeunes, le vote des primo-votants, ceux qui votent pour la première fois. Et donc on a une profondeur historique d'une douzaine d'années. Il y a une question très simple, c'est avec quels moyens d'information, quel vecteur, quel média vous vous informez sur la campagne électorale. Mais vous savez, en à peine 5 ans, du côté des primo-votants, les choses ont été complètement bouleversées. Tenez-vous bien, TikTok et Instagram sont aujourd'hui les premiers vecteurs d'information sur la campagne chez les jeunes. Donc, rien à voir avec les jeunes d'il y a 5 ans. TikTok existait à peine. Facebook oublié. YouTube surnage encore un peu. Et
le décalage entre les vecteurs d'information plus traditionnels des plus de 30, des plus de 40 ans, où la télévision, les débats, la radio, malgré tout, restent des vecteurs de référence, et les plus jeunes, il y a vraiment maintenant deux manières, de façon très antagoniste et antithétique, compte tenu du format, des contenus de TikTok, Twitter ou Insta, surtout Insta et TikTok chez les jeunes, de Instagram, vous avez raison, de s'informer. Bah oui, c'est des contenus très courts, c'est compliqué d'expliquer la complexité. Ah oui, de ce point de vue-là, alors le crayon, c'est pas oui, c'est sur Insta, c'est sur TikTok, Instagram. Mais est-ce que c'est très suivi? Est-ce que c'est très suivi? Je n'ai pas. Moi, j'ai accordé pour mon livre, j'ai été invitée par ce média. Ils ont été charmants. Je me suis fait complètement laminer dans les commentaires parce que je défendais mon discours qui est plutôt anti-féministe radical dans mon dernier livre. Bon, ça fait partie du jeu après tout. Mais j'ai l'impression qu'ils donnent quand même la parole à des personnes qui ont des idées plutôt différentes. Après, c'est un public très jeune, très présent sur les réseaux sociaux. Qui vous est invité alors que vous n'êtes pas dans leur ligne. C'est un sentiment que j'avais ressenti. Noémie, vous vouliez votre coup de gueule concerne la Russie. Ouais, je pense quelque chose qui me paraît extrêmement grave et dont, à mon sens, on ne prend pas suffisamment conscience et dont on ne parle pas assez. Il y a eu, vous savez, ces dernières semaines, un enchaînement spectaculaire d'événements qui montre bien l'ingérence russe dans nos démocraties occidentales. Je vais vous en citer quelques-uns qui sont passés comme ça, l'air de rien. Il y a eu les mains rouges sur le mur des Justes, vous savez, et là l'enquête se dirige très clairement vers une piste russe. Il y a eu les étoiles de David sur les façades des immeubles. Là également, l'enquête se dirige vers une piste russe. Il y a eu aussi encore les cercueils qui ont été retrouvés au pied de la Tour Eiffel. Là encore, l'enquête se dirige vers une piste russe. Et donc, en fait, là, on est face à une manipulation de masse qui est orchestrée par un régime dont on sait qu'il fait en sorte si vous voulez, de déstabiliser nos démocraties occidentales. C'est extrêmement grave. Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a un observatoire d'analyse qui appartient au géant Microsoft qui a montré comment la Russie, elle a encore accéléré sa campagne de désinformation à l'approche des Jeux Olympiques. Elle cite 2 groupes d'influence russes, donc, qui combinent des techniques d'intelligence artificielle pour faire monter les intox, pour faire gonfler les peurs et pour semer le chaos. C'est une spécialité de la Russie vis-à-vis de nos démocraties occidentales. Ce n'est pas nouveau, mais on voit bien qu'il y a une accélération de ces événements dont on ne prend pas conscience, dont on fait peut-être preuve de naïveté. Cet observatoire, il donne des exemples très précis. Je vais vous en citer 2. Il cite 2 vidéos, 2 fausses vidéos, l'une qui est une fausse vidéo de France 24 qui affirme que 24% des billets vendus ont été restitués par crainte d'un attentat. Donc il s'agit vraiment de faire peur à l'approche de ces Jeux Olympiques, et une autre vidéo avec un faux message de la CIA et de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure française qui conseille aux internautes de ne pas se rendre en France du fait du risque d'attaque. Là, on pourrait passer des heures pour accumuler tous les événements qui ont lieu et qui montrent cette ingérence par la voie des réseaux sociaux, par une volonté de manipuler les masses et de développer les fausses informations. C'est extrêmement grave, et je trouve vraiment que cette question-là n'est pas suffisamment prise à bras-le-corps par nos autorités. Oui, par les autorités. Oui, pardon, c'est tellement juste que ça s'appelle la guerre de la communication avec les outils modernes. Et moi, je suis désolée, il faut qu'on rentre en guerre de la même façon. Parce que c'est bien, une fois qu'on a dit ça, personne n'a pensé à faire la même chose. Est-ce qu'on fait pas quelque chose pour essayer d'informer la population russe? Est-ce qu'on peut pas essayer vraiment de dire la réalité des choses? Nous ne sommes pas, alors je sais pas, c'est une question que je pose, mais est-ce qu'il faut pas rentrer dans cette guerre de désinformation ou d'information, comme on veut, et on peut pas laisser les Russes et puis dire tiens, ils ont fait ça. Oui, mais on peut pas faire pareil. Vous avez tout à fait raison, vous avez tout à fait raison, mais il me semble que justement, si vous voulez, un système démocratique est beaucoup plus faillible parce que justement il y a la liberté et qui se servent de notre système qui permet la liberté pour nous frapper, si vous voulez, sous la ceinture. Alors même que nous aurions plus de mal. Alors sans doute qu'il y a des choses qui sont mises en place, mais je veux dire c'est plus difficile, si vous voulez, dans un régime autoritaire et tyrannique, de faire entendre une voix. Parce que les événements comme les mains rouges et les cercueils, encore c'est des choses assez visibles, assez préemptables. On peut les préempter et on peut après lutter, les démonter. Mais il y a des trucs beaucoup plus
insidieuses sur les réseaux sociaux, c'est ce que vous disiez, sur les vidéos truquées, sur des comptes X, ou Twitter, qui sont pas forcément évidents et qui propagent des informations beaucoup plus insidieuses. Et par rapport à ce que vous disiez, Sophie, c'est que eux, par contre, sont, à mon avis, beaucoup mieux préparés que nous. C'est-à-dire que ça ne passerait pas, si on voulait faire de la contre-propagande par rapport aux Russes, ça ne passerait pas justement les filtres qu'eux ont mis sur leurs réseaux sociaux, globalement. Mais il y a aussi, alors je ne mets pas sur le même plan, mais des choses qui, en apparence, avec une minorité à qui on donne beaucoup la parole, qui fait croire que c'est l'opinion de la majorité. J'en veux pour preuve cette enquête de l'Express à propos de Normal Sup. Je ne sais pas si vous avez vu, le site d'information Blast avait publié Normal Sup, l'élite du pays se révolte pour Gaza. Or, on apprend grâce à l'Express qu'à peine 30 élèves sur 2330 se sont mobilisés à Normal Sup, sous les tentes 5 à 7 étudiants de l'école normale supérieure et des individus extérieurs à l'école, Urgence Palestine, groupe Samidoun, etc. Donc il y a très peu finalement d'élèves. On a voulu faire croire que Sciences Po, et c'est ce que nous avait dit, je me souviens, les médias. Jonas Haddad, qui était allé sur place et qui avait constaté qu'il y avait finalement assez peu d'étudiants de Sciences Po qui manifestaient ce jour-là. Mais les médias français n'aident pas à ça. Non, mais je pense que d'une part, il y a le travail journalistique à faire pour essayer, et c'est le travail des journalistes, de montrer la réalité d'un phénomène. Une manifestation, ça compte parce que c'est un événement symbolique, mais la question combien de divisions se pose, et puis je vais plaider pour ma paroisse, les sondages ont cet intérêt de remettre les choses à leur poids réel. Quand on voit dans notre enquête il y a une quinzaine de jours, Valérie, sur les motivations du vote, que la situation en Palestine et à Gaza apparaît comme la dernière motivation de vote des Français. Quand on regarde la manière dont la France insoumise, et c'est son droit, c'est son choix, c'est son droit, il y a des limites. C'est une stratégie, et on voit très bien la finalité, et le fait que pour les Français, ça compte infiniment moins dans leur vote que le pouvoir d'achat, l'immigration, la santé, l'insécurité et la place de la France en Europe et dans le monde. Ça aussi, c'est une manière aussi de mettre à distance ces réseaux sociaux. Quand vous regardez les réseaux sociaux, les deux politiques les plus visibles sont Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Dans notre baromètre fiducial pour Match, c'est les deux politiques les plus impopulaires. Mais pourtant, les plus impopulaires, c'est qui ? Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Mais pourtant, je vois que la France Insoumise, dans votre rolling d'hier, prend 0,5. Oui, un demi-point. Ils sont à 7,5 dans notre rolling d'hier. C'est quand même à peine au-dessus de leur score de 2019. Ils pourront peut-être faire plus. Les sondages avaient mal mesuré le score de Mélenchon en 2022, puisqu'il a fait 21,5. Mais bon, voilà, ce qui est très intéressant de voir, et c'est aussi la limite de la stratégie de la France Insoumise, peut-être que je déborde sur le sujet suivant, c'est la difficulté de cet électorat de Jean-Luc Mélenchon du 10 avril à revenir sur une liste Manon Aubry, puisque tous les jours, il y a à peine 36 à 38% d'électeurs Mélenchon 2022 qui choisissent la liste de la France Insoumise. Sur les ingérences, il y a aussi les éléments de langage d'un certain nombre de politiques qui sont exactement les éléments de langage de Moscou et de Poutine, enfin, sans revenir toujours en boucle. On a entendu dans la bouche de Bardella et de Marine Le Pen pendant longtemps exactement les mêmes éléments de langage que développait Poutine en Russie. Pendant la campagne. Pas récemment, mais au début de la crise. Oui, mais enfin, au début de la crise ukrainienne. Non, mais on remonte pas au calendrier grec, là. On remonte à il y a 2 ans et demi, au début de la crise ukrainienne. Il y avait aussi le président de la République qui disait qu'il fallait pas laisser faire perdre la face à la Russie. Qu'il fallait aussi maintenir le lien avec Poutine. Et il avait sans doute raison à ce moment-là. Non plus. Mais il a pas redéveloppé les éléments de langage de Vladimir Poutine. Oui, enfin, on peut. On va y revenir dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, on continue notre tour de table et puis on va évidemment aborder encore cette question des européennes. Juste un mot sur ce que j'ai entendu tout à l'heure à 11h dans le journal, c'est-à-dire un refus d'obtempérer d'un jeune de 14 ans qui a tué une personne en s'enfuyant. Donc voilà, donc toutes les marches blanches à la con, quand des gens se font descendre par des policiers, voilà, je suis peut-être un peu extrémiste, mais j'ai pas compris. Vous critiquez. Je critique les gens qui justifient les délits d'obtempérer, qui disent que oui, non, ça ne mérite pas la mort de quelqu'un. Donc là, vous critiquez pas le policier qui a tiré. Non, au contraire, je dis qu'il faut agir contre les délits d'obtempérer. On peut pas s'amuser à regarder intercepter par la force ces individus, quoi qu'il en coûte. Quand un policier vous demande de vous arrêter, vous arrêtez. Et là, il y a un mort dans les Hauts-de-Seine, à Clamart, de quelqu'un qui s'est fait. C'est insupportable. C'est insupportable.
une véritable Bref. dérive. Jean-Baptiste, les agriculteurs, on a entendu également dans le journal de 11h qu'il y avait des mobilisations qui repartaient. Il y a des mobilisations côté français, donc d'agriculteurs français, côté espagnol, d'agriculteurs espagnols. Il y a aujourd'hui une grosse manifestation, je crois que c'est plus de 2000 agriculteurs qui sont à Bruxelles, et notamment des agriculteurs polonais. Donc tout ça pour dire que les braises de la colère paysanne de cet hiver, elles sont encore pas mal incandescentes, et qu'il serait absolument fou de croire que tout va se calmer et que tout est réglé. Alors le gouvernement a fait beaucoup et a répondu à beaucoup des revendications de ce mouvement. C'est pas question de dire que rien n'a été fait. Beaucoup a été fait, sauf que la colère elle est beaucoup plus profonde, elle vient de beaucoup plus loin, et que ça va pas se résoudre en 60 mesures de simplification administrative, on va dire. Il y a cette et le problème il est européen. On voit bien que ils ont manifesté d'ailleurs pour faire pression sur les élections européenne, il le revendique là, pour que l'Europe vraiment change de logiciel à partir de la nouvelle élection. C'est-à-dire, ils demandent pas à ce que l'Europe se décompose ils demandent juste à ce que l'Europe les protège et protège nos méthodes de production et qu'on impose aux produits qui arrivent en Europe les mêmes. Ils demandent pas à ce qu'il n'y ait plus aucune contrainte sur l'agriculture européenne. C'est pas le sujet. Ils ont bien compris que le changement climatique, il allait falloir lutter contre, qu'il allait falloir s'adapter, que il y avait une demande sociétale pour utiliser moins de produits phytosanitaires. Ils y sont prêts, c'est pas le sujet. Mais ils demandent juste à ce que l'Europe soit cohérente et qu'on applique aux autres pays les mêmes exigences qu'on applique à nos agriculteurs. Qu'ils attendent le nouveau Parlement, parce que de toute façon, ça ne peut pas se régler en 8 jours. Non, mais ça se réglera pas en 8 jours. Donc, voilà, là, pour le moment, c'est une manifestation symbolique. Ils barrent même pas totalement les routes. C'est pour se refaire entendre, mais je dis que, attention, quand les élections européennes sont passées, il faut pas penser que à l'automne ça peut redémarrer. En plus les agriculteurs là sont dans les champs, ils ont du boulot, puis comme il a pas fait beaucoup beau, là pour le moment il fait beau, ils vont avoir d'autres chats à fouetter, mais à l'automne, s'il y a pas un vrai changement de logiciel au niveau européen, peut pas le dire. Comment on fait un changement de minutes? On change la commission déjà cette année, la commission européenne va changer. Elle va changer, il faut que dans ces orientations, on ne soit pas dans la continuité de ce qui a été fait depuis 20 ans ou 30 ans, à savoir que l'agriculture est la monnaie d'échange de tout le reste du commerce. C'est-à-dire qu'on sacrifie notre agriculture pour pouvoir vendre du service, pour pouvoir vendre des Airbus, pour pouvoir vendre des Mercedes, et il faut vraiment que la Commission là-dessus, elle sorte de sa naïveté dans laquelle elle est entretenue. Le Parlement aussi, mais le Parlement a bougé. Il y a eu un certain nombre de choses qui ont évolué, je pense, et comme les politiques sont directement exposés par le biais des élections à la colère agricole, ils ont bien compris. Et c'est toute l'Europe là. On n'en parle pas que de manifestations franco-françaises. Ça se passe en Pologne, ça se passe en Roumanie, ça se passe en Allemagne, ça se passe en Espagne. Donc je pense que les élus vont avoir compris. Il faut que la Commission, elle ait compris aussi. Sinon, on va avoir de gros problèmes cet hiver. Un coup de gueule, je me fais le porte-voix d'Arnaud Benedetti, notre camarade, qui a tweeté ce matin: la Corse n'est pas une variable d'ajustement. Il y a la réquisition aberrante, a fortiori en période estivale, d'un hélicoptère de la sécurité civile qui va devoir venir à Paris pour assurer la sécurité des Jeux Olympiques. Et il dit, quand un État... Alors je vais être peine à jouir, pardon pour vous, mon cher Frédéric, puisqu'on en parlait. Mais si, parce que quand un État n'a pas les moyens d'assurer de manière optimale la sécurité de ses concitoyens, il n'organise pas les Jeux Olympiques sans ses priorités. Wow. Il y a des feux en Corse, il y a besoin de ces hélicoptères. Donc on va les réquisitionner pour les... Voilà, je trouve ça... Je pense qu'il faut effectivement absolument ne pas déshabiller Pierre pour habiller Paul, mais qu'on sait quand même qu'il y a des dangers. Tous les jours on nous annonce, alors je ne sais pas si c'est de l'intox, tous les jours on nous annonce qu'on a des jouets... Mais quand on n'a pas les moyens, pardon... c'est fait là. Oui, mais quand on n'a pas les moyens, on réfléchit. Enfin, moi je ne vais pas aller m'acheter une bague chez Cartier si je n'ai pas les moyens d'acheter. Ça on sait pas. Ça, c'est autre chose. Et puis, j'avais un autre coup de gueule, Thomas Porte et Louis Boyard, qui demandent à l'Assemblée nationale de rompre ses contrats avec Bouygues Télécom. Mais ça me fait rire. Tellement c'est grotesque. Moi, je trouve ça effrayant. Il est inacceptable d'avoir des relations commerciales avec un groupe ayant déroulé le tapis rouge au boucher Netanyahou. Et puis, à signaler également des activistes d'extrême gauche, c'est autre chose, qui saturent le site d'inscription d'une conférence de Chloé Morin sur le wokisme. C'est quand même cet état d'esprit. C'est ce que je disais à d'anciens collègues députés
député. Heureusement que j'ai pas été réélu en 2022 parce que je pense que Louis Boyard finissait à l'hôpital. Honnêtement, c'est insupportable. C'est pas une question pour qui, c'est qu'ils n'ont pas à être avec une marque, point barre. Mais c'est pas ça, c'est l'esprit de censure, d'interdiction qui anime ces gens. Enfin, ce qui est fou, c'est qu'ils ont passé leur temps à la commission d'enquête à expliquer que Bolloré influait les programmes de CNews, que c'était inadmissible, et là ils demandent à Bouygues d'influer sur les programmes de TF1. Enfin, je veux dire, en plus ils sont totalement schizophrènes. Enfin, moi je leur conseille effectivement d'arrêter de se soigner, parce qu'il y a beaucoup de médicaments qui ont été inventés par des juifs, d'arrêter d'utiliser Waze. Enfin, s'ils sont cohérents avec eux-mêmes, ils sortent à poil dans la rue, ils jettent leur portable. Mais vous savez, mais sur ce truc de Bouygues Télécom, c'est une aberration. Je trouve ça extrêmement grave. C'est vraiment une dérive autoritaire. Là, on est vraiment dans quelque chose. C'est là qu'on voit aussi qu'il faut défendre la démocratie parce qu'elle est attaquée de toutes parts, y compris, tout à fait. Et la liberté, elle est attaquée par des parlementaires. Ouais. Parce que là, l'attaque à la liberté de la presse, l'attaque aux journalistes, c'est le propre des régimes totalitaires. Ouais. C'est le propre des régimes qui veulent éteindre, interdire toute pensée divergente. C'est un journaliste, Darius Rojma de LCI, qui a fait son travail, qui a interviewé un chef d'État, comme il interviewe d'ailleurs beaucoup de chefs d'État de façon très intelligente de pays européens et dans le monde entier. Et pour cette interview-là, ces parlementaires ont appelé à interdire ce groupe entièrement et appelé au sabotage. Et appelé au sabotage, puisqu'effectivement, ils ont fait des tweets, notamment Thomas Porte, pour appeler à. Mais enfin, qui dirige ce pays ? Moi, je ne comprends pas comment on peut le laisser aller. Je veux dire, qui peut il faut absolument intervenir et personne ne bouge. C'est des parlementaires. C'est des parlementaires. Tout ça rentre dans une stratégie, celle de la France insoumise, où très clairement, on l'a vu même sur des événements très important en 2023, la réforme des retraites, c'est la stratégie du bruit, de la fureur, du tumulte et du fracas, de la bordélisation. Et c'est vrai que ce qui est, j'ai envie de dire terrible, mais ce que j'observe à travers mes enquêtes sur le rapport de force électorale, c'est que tout cela, plus que jamais, et on le voit tous les 3 mois dans le baromètre IFOP fiducial pour Match et Sud Radio, ils sont suivis. Apparaître le RN comme une alternative sérieuse, crédible, raisonnable par rapport à une opposition du happening, tribunicienne, de la provocation. Vous parliez de Thomas Porte. Oui, c'est un désir de réaction. C'est celui qui a mis sous son pied un ballon avec la tête du ministre Olivier Dussopt, comme quand Sébastien Fedelogu embrasse le drapeau de l'Algérie. On est dans la provocation permanente. Je pense qu'en termes électoraux, ça rapporte peu, mais plus que jamais, la conséquence, alors qu'en 2022, il y avait 2 oppositions très fortes identifiées, le RN d'un côté, la France insoumise de l'autre, c'est que pour les Français, pour une partie de plus en plus importante des Français, l'opposition alternative au macronisme, ce n'est plus la France insoumise de l'autre, c'est le rassemblement, merci Sophie, c'est le Rassemblement national. Mais c'est vrai. Je parle des enquêtes. Oui, les enquêtes, je comprends, mais c'est une réaction étonnant d'abord parce que ça veut dire que effectivement le RN apparaît comme un mouvement qui va défendre une forme de liberté. Alors que c'était au début le contraire, on disait que c'était autoritariste, etc. C'est plus du tout ça. Le RN apparaît comme démocratique et c'est l'attaque qu'il y a. En frontal, c'est plus du tout ça. Le RN apparaît comme un mouvement qui veut mettre un holà à cette chienlit parce que c'est ce qu'il répète. Je veux dire, on peut ne pas approuver, mais on comprend les Français. Non, mais la France insoumise, c'est des gens qui veulent nous vendre plus de démocratie sans en avoir un seul échantillon sur eux. C'est-à-dire qu'ils ne la respectent absolument pas et jamais dans aucune circonstance. Alors les auditeurs réagissent et me disent que je n'aurais pas dû laisser passer votre phrase quand vous dites que vous auriez envoyé Louis Boyard à l'hôpital. C'est pas politiquement correct, je suis désolé. Et que si vous aviez c'est une expression, on la défend jusqu'au bout. Et sur le coup, je rejoins l'auditeur, mais ça arrive parfois d'avoir des excès de langage. L'idée, c'est de le contrer, je pense, sur les arguments et politiquement. Est-ce que vous vous battez souvent ? Non, pas très souvent. Au rugby seulement. Non, mais vous avez raison, auditeur de Sud Radio. Bien sûr. On ne menace pas un député. Surtout quand il n'est pas là. De violence. On lui casse la gueule directement, mais on ne le menace pas. On ne casse pas la gueule. On casse la gueule à personne. En démocratie, c'est pas Weimar. En démocratie, c'est pas la loi du plus fort. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous pour parler de ces européennes, j'allais dire législatives. On n'y est pas encore. Pas encore. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Parlons donc de comme disent tous les journalistes, la dernière ligne droite.
avant le vote dimanche prochain. La question qu'on se posait hier, c'est dans quelle mesure les votes sont, ce que vous annoncez dans vos sondages, les votes sont figés. Est-ce qu'il y a une marge d'incertitude. C'est un indicateur qu'on pose dans tous nos rollings, nos enquêtes quotidiennes depuis qu'on les déploie avec Sud Radio. Ce qui est très intéressant, c'est que l'électorat semble plus cristallisé que par le passé. Si je prends la dernière élection européenne, une semaine avant, il y avait en gros un gros tiers de Français qui disaient j'ai exprimé un vote X, mais je peux encore changer d'avis. Là, on a 3/4 de Français qui se disent sûrs de leur choix, donc c'est beaucoup plus que par le passé. Ce qui est très intéressant de noter, c'est que cette sûreté du choix, elle diffère selon les votes. Elle est extrêmement forte au Rassemblement national et chez Renaissance. Elle est assez forte, mais optimisable chez LR et chez Reconquête. Elle est en revanche moins forte chez les écologistes et au PS, parce que on voit très bien, on peut hésiter entre un vote Glucksmann et un vote Marie Toussaint, la tête de liste des écologistes. Quel choix. Merci. Oui. On peut bien sûr hésiter entre un vote Manon Aubry et un vote Parti communiste. Donc il y a des zones de recoupement. Quid de l'hésitation entre Reconquête et Bellamy, entre Reconquête et le RN. N'oublions pas, la question du vote utile se pose moins aux élections européennes, parce que cette année, c'est une élection à un tour, et tout vote est efficace. À 3%, une liste est remboursée, vous lui faites un cadeau, et à 5%, elle a des députés. Donc ce qui me frappe, et c'est aussi pour ça que le rolling bouge moins qu'il y a 5 ans, on a un vote qui semble, je suis très prudent, relativement figé, même si 26% dans notre rolling IFOP fiducial hier, de personnes pouvant encore changer d'avis, 26% ramenés sur le corps électoral et une participation, on va dire, de 50%, beaucoup, hein. Ça fait 4 à 5 millions de Français qui peuvent encore changer d'avis, d'où des surprises. Donc les sondages vont être faux. C'est faux, je ne sais pas si c'est faux, mais on peut encore mais des avoir des surprises, c'est-à-dire un Bardella à moins de 30. Alors un Bardella qui ne serait pas premier, ça serait un cataclysme. Ouais. Un Bardella autour de 27-28 quand il a été donné à 32-33. Ça sera une mauvaise appréciation, mais il restera premier. Tout est question, je dirais, de nuances. J'ai une question. Est-ce que c'est possible ? Tout est possible. Ah oui, bien sûr, tout est toujours possible. J'ai une question. Mais 83%, excuse-moi Sophie, 83%, et c'est monté même à 90% des électeurs RN se disent sûrs de leur choix. Est-ce que, par exemple, quand il y a des vraies gaffes de communication, je pense... Bardella, qui est par ailleurs à des qualités, quand il utilise les gendarmes pour une campagne de pub, c'est énorme. Je veux dire que la républicaine que je suis est très choquée. Et est-ce que ce type d'événement peut complètement modifier le vote ? Est-ce que ça a des incidences ? Je pense que ça ne change pas grand-chose à mon avis. Vous savez, le rolling, ce qui est intéressant, on est sur le terrain tous les jours. Donc on voit un événement de campagne, s'il peut avoir des effets. On a vu un petit rebond de Valérie Hayet après le débat avec Gabriel Attal, et puis c'est redescendu. On a eu un effet Glucksmann très fort. Là, on va voir, mais je pense que les gendarmes qui soutiennent le RN... Il n'y a pas d'effet Bellamy, par exemple. Pour l'instant, non, même si ça solidifiait son socle. Ouais. Ça veut dire quoi, solidifier son socle ? C'est qu'il y a de plus en plus de gens sûrs de voter pour lui, alors qu'il y a encore quelques semaines, il y avait une personne sur deux qui hésitait encore. C'était ça qui avait perdu François-Xavier Bellamy en 2019. Il était monté à 13, il était descendu à 11 dans les enquêtes, il finit à 8,5 parce que une partie de l'électorat de droite en fin de campagne était allée sur un vote Macron pour éviter le RN. Là, très clairement, on peine dans le contexte de la dette, de la dégradation de la note, du vote sanction. Et de sa présence en communication. Beaucoup d'électeurs de droite qui iraient en fin de campagne sur la liste Renaissance. Puis sur les équilibres entre Renaissance et Glucksmann, je pense que ceux qui sont pas... qui disent aujourd'hui voter Glucksmann, qui avant ont voté Macron en 2022, je suis pas sûr que quoi que ce soit les fasse revenir chez Renaissance, pour être tout à fait honnête. Non. Je pense que, effectivement, je pense qu'on va avoir peu de surprises sur ces élections-là, parce que les situations sont... effectivement, l'équilibre entre PS, LFI, écolo, c'est à peu près le seul suspense, et peut-être Reconquête RN, c'est le seul suspense qu'on peut avoir, avec un qui va passer en dessous de 5 ou 2 ou 3. Stéphane demande quelle est la différence entre les sondages et les intentions de vote, parce que les médias font la distinction quand ils parlent des sondages.
Un sondage, c'est une enquête d'opinion, et dans les enquêtes d'opinion, il y a des questions de popularité, il y a des questions d'intention de vote, il y a des questions de comportement, qui pensez-vous ? Vous posez ça aussi comme question. La question, allez-vous voter ? l'intention vous posez l'intention de vote que nous posons depuis maintenant le 5 avril dans le cadre du Rolling, c'est si dimanche prochain devaient se dérouler les élections européennes pour laquelle les listes suivantes voteriez-vous ? Oui, mais vous avez aussi une question qui est qui pensez-vous ? Non, il n'y a pas une. Il y a une question de pronostic. Vous savez, oui, chaque question a une dimension différente. On peut par exemple vouloir voter pour la liste de Valérie Ayer, mais pronostiquer que Jordan Bardella va l'emporter. Dans notre Rolling d'hier, il y a de mémoire 52%, si je prends la fiche, je l'ai fait en direct, on a 52% des Français qui pronostiquent une victoire de la liste du Rassemblement national et à peine 6% pour la liste de la majorité. Là aussi, c'est un élément qui montre que les choses semblent figées pour la première place. Alors, un auditeur me dit Macron n'a pas à faire la propagande pendant la campagne électorale. Alors, cette question, effectivement, de l'intervention du président de la République, tous les présidents l'ont fait, qui intervient jeudi à 3 jours du scrutin pour parler du débarquement, de l'anniversaire du débarquement. C'est pas de sa faute si elle débarque. C'est pas de sa faute. Le média, ce soir, c'est quand même pour parler aux jeunes et leur dire d'aller voter. Noémie Alioua, la présence de Gabriel Attal et du président de la République. C'est à la fois une démonstration de force, mais qui montre un aveu de faiblesse. C'est-à-dire qu'on sent que le président de la République, Emmanuel Macron, met toutes ses forces dans la bataille parce qu'il sait aussi que son parti va prendre une forme de raclée. Si les sondages s'avèrent exacts, son parti va prendre une raclée aux européennes. Le parti qu'il représente, qui est actuellement au pouvoir. Donc, il essaie de mettre toutes ses forces dans la balance, mais ça veut dire aussi qu'il devra assumer ensuite l'échec s'il se produit tel qu'on le voit se dessiner aujourd'hui. D'un autre côté, est-ce qu'un président de la République... Je pense qu'il met toute sa force dans la balance, et puis il y a eu aussi, je pense, des vrais échecs qui se sont produits. Gabriel Attal qui va régulièrement, si vous voulez, finalement faire de l'ombre à la tête de liste qui a été décidée par le parti, c'est quand même c'est scandaleux. C'est humiliant pour la tête de liste qui a été choisie. Le Premier ministre, c'est chef de la majorité. Si c'était planqué, on aurait dit qu'il se planque pour éviter la défaite. Non, mais il y a une différence entre se planquer et invisibiliser sa tête de liste, arriver en plein débat, c'est presque l'humilier. Une question, c'est Frédéric nous dit que c'est aussi un vote protestataire contre Emmanuel, un vote sanction. Beaucoup plus fort qu'en 2019. Dans la logique des communicants et d'Emmanuel Macron, quel est l'intérêt de se mettre devant alors qu'on va voter contre lui ? Non, mais je pense que de toute façon, Emmanuel Macron, Gabriel Attal n'ont pas le choix, puisqu'il y a ces ferments du vote sanction qui est là. Autant y aller pour rassembler le socle d'Emmanuel Macron. Dans ce cadre-là, l'exécutif en général et Macron en particulier sont à la fois la solution et le problème. La solution parce que une forte visibilité d'Emmanuel Macron le 6 juin, sans doute une belle intervention télévisée, peut servir à remobiliser un petit peu l'électorat macronien. Dans notre rolling d'hier, seuls 58% des électeurs Macron 2022 sont sûrs d'aller voter. Je dis bien sûrs d'aller voter. Et beaucoup disent qu'ils n'iront pas voter. Et certains iront voter même pour Raphaël Glucksmann ou pour Xavier Bellamy. Donc c'est à la fois la solution, mais c'est aussi le problème. C'est comme vous le dites, Valérie, une présence très forte du Premier ministre et surtout du Président peut stimuler, aiguillonner un vote sanction. N'oublions pas que ces élections ont un statut très particulier. Ce sont les seules élections du quinquennat qui ont une dimension nationale. La logique, c'est maintenant ou jamais, est très fortement mobilisée par beaucoup de Français. Sophie. Oui, je voulais juste dire qu'on peut quand même se poser la question sérieusement. On a un président de la République en France, il a droit de choisir son Europe. Je veux dire que il est à la tête du pays, il veut une certaine Europe, il l'a développée, c'est quand même normal qu'il s'implique un peu dans la campagne. Je suis contre le happening du Premier ministre, par exemple, parce que c'est idiot, mais le président de la République doit nous dire l'Europe qu'il veut. C'est logique. Non mais oui, les résultats de dimanche auront une influence, une réelle influence sur l'influence de la France justement au niveau européen. Si on envoie une bordée de députés RN, ça sera pas pareil que s'il y a aussi des députés Renaissance dans l'influence de la France au niveau du Parlement européen. Enfin, je veux dire, ça sera pas du tout la même
politique et la même sachant que voix de la Valérie France qui sera Hayé est à entendue. gauche, clairement. Elle est au centre, Valérie Hayé, et à gauche et à droite. Mais non, mais sur le happening de Gabriel Attal, c'est à mon avis, une erreur de com. Il a souvent des bonnes inspirations. Parfois, elles sont moins bonnes. Effectivement, au niveau com, c'est pas génial, mais dire qu'il est machiste et tout ça. Non, elle était contente, elle y était enchantée. Gabriel, moi, je trouve ça complètement mieux. Et sur le coup, vous m'entendrez très rarement citer Marine Le Pen, mais elle a fait un tweet en expliquant que si c'était un homme, il ne se serait pas permis de faire ça. Et sur le coup, je la rejoins. Je pense qu'elle a raison. Peut-être, mais probablement. De tout ça, et Ségolène Royal aussi a dit quand même qu'elle aurait bien aimé pendant sa campagne avoir le soutien aussi des hommes politiques influents de son camp, parce qu'ils l'ont soigneusement dédaigné en 2007, voire tapé dessus. Donc voilà, les deux étaient mauvais. Bon, le happening était raté, et effectivement, ça pouvait passer pour du machisme. Je pense pas que ça en était en réalité, mais effectivement, ça en donnait un peu l'allure. Et effectivement, il s'était raté. Et Valérie est à mon avis une bonne candidate qui se suffit à elle-même. Maintenant que le président prenne la parole et que le Premier ministre, en tant que chef de la majorité, soutienne la candidate de la majorité, ça me semble pas totalement illogique dans la constitution de la Ve République telle qu'elle est aujourd'hui. Et que le président de la République donne l'orientation qu'il souhaite pour la France dans l'Europe et pour l'Europe aujourd'hui, ça me semble aussi assez incontournable. Si cette élection est un référendum pour ou anti-Macron, la logique voudrait qu'ensuite il organise une dissolution de l'Assemblée nationale si jamais il se prend une branlée, si jamais son parti ce n'est pas le cas. On vote pour l'Europe, c'est pas le cas. Oui, mais à partir du moment où le président s'implique à ce point que c'est son nom, son parti, etc., il devrait normalement organiser mais par le passé, on a toujours vu des présidents avant des élections intermédiaires importantes prendre la parole. Je vais pas remonter à Giscard d'Estaing, le discours de Verdun en mars ou février 78, le François Mitterrand qui intervient dans les médias peu de temps avant les législatives de 86, et Nicolas Sarkozy et François Hollande. Donc ça fait partie de ces élections intermédiaires où le président ne reste pas inerte, même si là je vous rejoins. Une fois le résultat très souvent négatif obtenu, parce que la tradition c'est que les Français sanctionnent le pouvoir en place lors des élections intermédiaires, la majorité, les éléments de langage sont des élections européennes, il ne faut en tirer que des enseignements européens. Donc il y a une implication très forte et après une envie de mettre à distance les résultats. C'est un très grand classique. On marque une pause, on se retrouve dans un petit instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On continue de débattre. On va dire quelques mots sur la une de Libération qui attaque violemment CNews. Vous nous direz ce que vous en pensez. Une question d'un auditeur, question sur l'Europe. Pourquoi aucun parti ne parle de leur futur vote pour la présidence de l'Europe ? Beaucoup veulent que Van der Leyen s'en aille. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas du tout cet aspect-là qui est évoqué. C'est vrai que c'est-à-dire que c'est complexe parce qu'en fait la présidente de la Commission est désignée à la fois par le Conseil de l'Europe, c'est-à-dire les représentants de l'exécutif, et l'Assemblée et le Parlement européen. Donc c'est pas qu'une compétence du Parlement européen, mais effectivement, pourtant, il y a le PPE avant les élections qui a dit que ça serait Van der Leyen sa candidate. Et le PPE, c'est le groupe majoritaire depuis des dizaines d'années. C'est la droite républicaine pour parler, voilà. Et c'est là où c'est le groupe auquel appartient LR. Alors Bellamy a dit que lui, il avait voté contre Van der Leyen, mais le PPE va soutenir Van der Leyen et il sera majoritaire demain, quelles que soient les élections. Ce qui va faire la bascule, c'est soit le centre avec Renew au niveau européen, soit l'extrême droite s'ils font vraiment un gros score. Et donc là, ça peut effectivement changer la donne et pousser un autre candidat que Van der Leyen, c'est toujours possible. Mais effectivement, la probabilité la plus forte, c'est quand même que ce soit elle qui soit reconduite. Mais c'est pas une certitude. Et personne peut dire qu'il a la certitude aujourd'hui. Oui, parce qu'elle réunit à la fois la droite et le centre, mais ses dernières sorties en expliquant qu'elle allait négocier avec Mélanie a froissé toute une partie du centre, donc c'est pas sûr qu'elle soit soutenue au centre non plus. Donc aujourd'hui c'est pas fait, mais les partis savent pas vraiment qui vont soutenir réellement. Ça va dépendre des arbitrages. C'est comme tout au Parlement européen, c'est beaucoup des négociations et bâtir des compromis entre les différentes familles politiques. C'est d'ailleurs sans doute ce qui manque nous au niveau français, c'est qu'on est au niveau du Parlement européen, ils sont capables de bâtir des compromis entre la gauche, la droite, le centre. Bien sûr. Et voilà, et pas d'être dans des positions caricaturales et radicales comme on l'est en France et qui ne sert à mon avis absolument pas à la démocratie. Sophie, je l'ai annoncé, on voulait revenir sur la une de Libération ce matin qui donc met en une Pascal Praud, Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk avec Vincent Bolloré derrière. CNews, le sale air de la peur. Cet article qui paraît au moment où on annonce que CNews est en tête des chaînes d'infos détrônées
prenant BFM pour la première fois. Sur un mois, parce que c'est déjà sur un mois. Non, sur un mois. Vous êtes déjà arrivé sur une semaine, sur une journée. Oui, mais là, sur un mois, c'est la première fois, effectivement, que CNews dépasse BFM. Ça veut dire donc qu'il y a du monde qui regarde cette chaîne. 2,8% de part d'audience le mois dernier contre 2,7%. Donc, c'est petit en termes de différence, mais néanmoins, c'est symptomatique, c'est symbolique. Et donc, cet article de Libération est à charge avec des témoignages anonymes de gens à l'intérieur de la chaîne. Et donc, le journal accuse effectivement CNews d'être une chaîne de propagande en continu. Donc, est-ce que CNews, vous y travaillez, Sophie? Vous animez Patron en direct, c'est ça? Non, c'est Patron en question. Alors, c'est amusant parce qu'on m'a proposé il y a 3 mois, mais je ne vois pas du tout CNews de la même façon parce qu'on m'a proposé il y a 3 mois d'animer ma propre émission dont j'ai trouvé le titre, Patron en question. Et ce qu'on m'a dit, voilà, la direction au plus haut niveau juge qu'il n'y a pas de patron sur notre chaîne, c'est incroyable. Alors, j'étais assez étonnée, me dit non, c'est pas parce qu'il y a des interviews de journalistes économiques, il y a des patrons. Et nous voudrions que des patrons s'expriment. Alors, j'ai dit oui. Et donc, bon, j'invite des patrons, ça dure 10 minutes, entre 22h et 22h15. Pour parler de leur aventure patronale, de ce qu'ils font, etc. Oui, mais donc je vois pas du tout cette chaîne sous la même optique. Moi, je vois que c'est la première fois qu'on donne la parole à des patrons, que je peux faire absolument ce que je veux, que je l'ai appelé comme je voulais. Votre cas est un cas, je dirais, non, mais c'est votre point de vue. Non, après, c'est l'ensemble de la chaîne. On voit que les partis de gauche ne veulent pas y aller. Raphaël Glucksmann a refusé d'y aller. Et vous avez vu France Inter, parce que moi, j'étais pas particulièrement CNews, j'adore BFM, etc. Vous avez vu France Inter, mais c'est hallucinant. Je me suis fait flaguer, vous vous souvenez? Flaguer, on est invité aux informés. Je me suis fait flaguer à chaque fois. On me prenait comme alibi parce que j'étais une dame patronesse. Alors je veux dire ras-le-bol aussi. C'est une chaîne d'opinion. Oui, c'est une chaîne d'opinion. Mais c'est comme quand le combat contre l'extrême droite. C'est pas comme le combat contre l'extrême droite. On ne combat pas les hausses de température en détruisant le thermomètre. Je veux dire, la chaîne d'opinion existe parce qu'elle correspond elle a un écho dans l'opinion et la preuve, ça marche au niveau populaire. Donc, si on veut combattre les idées... Au contraire. Moi, je vais vous dire, je n'y suis pas allée, mais ils ont repris un jour un extrait en longueur d'une de mes émissions. Vous ne pouvez pas imaginer des gens dont je n'imaginais même pas qu'ils regardaient CNews. Populaire, c'est pas au sens peuple. Moi, ce que je dis, c'est populaire, c'est au sens où il y a beaucoup de monde qui le regarde. C'est ça que j'entends par populaire. Voilà, et ça existe, et il y a des chaînes d'opinion, effectivement, hélas, le service public, il ne devrait pas en être une aussi, faut être très clair, il développe un certain... Mais c'est pas un problème pour moi. Le problème, c'est que si on veut combattre vraiment les idées, et qu'on est contre les idées développées par CNews, c'est pas CNews qu'il faut combattre, c'est les idées, et essayer de contrer, et justement y aller, pour convaincre les gens qui l'écoutent et qui regardent, que c'est faux. Et c'est certainement pas par la politique de la chaise vide, ou par la stigmatisation de CNews et des journalistes. Je voudrais quand même ajouter quelque chose, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Je voudrais, moi, prendre mon point de vue, justement. C'est-à-dire qu'il y a France Inter, un service public qui flingue du patron toute la journée, qui flingue de l'entreprise, et donc il y a une chaîne qui veut les mettre en valeur. Je prends que ce point de vue-là. Et personne n'a jamais réagi. Personne n'a jamais réagi à France Inter. Ce qu'on reproche à CNews, qui est reproché par Libération, c'est d'être une chaîne d'opinion et de faire le jeu de l'extrême droite. Véronique, une auditrice, me dit ils parlent entre eux, aucune pluralité. Alors, je vais vous dire une chose, c'est ce que répète Pascal Praud, c'est qu'il invite, il invite et que les gens ne veulent pas venir, comme nous, quand on invite les syndicats du service public à venir nous parler de la grève, ils ne veulent pas venir chez nous. Oui, alors certains peuvent faire le procès de France Inter, mais le nombre de médias qui censurent les opinions divergentes, qui disent qu'ils font de la diversité alors qu'ils n'en font pas, je pense qu'ils n'ont pas de leçon à donner à CNews, si vous voulez. Moi, je vois la question d'Israël, que je connais très bien. J'ai été plusieurs années reporter en Israël. C'est une question que je connais très très bien. Et pourtant, je vois bien que c'est toujours les mêmes faits qui sont mis en avant, sous couvert de neutralité et d'objectivité. Je vois bien qu'il y a un biais anti-israélien évident dans énormément de médias. Je le regrette. Et
sans doute que s'il y avait plus de pluralisme dans les grands médias publics, comme on dit, eh bien aussi les gens seraient plus à même de regarder ces différents médias. C'est aussi, si vous voulez, une soupape de décompression et de respiration. Mais c'est la sur même beaucoup de sujets. Mais ça a fait des années où on était sous une emprise de presse de gauche, et ben ça a basculé comme le RN a fait basculer la France. Moi, je vais pas rentrer dans ce débat qui, à titre personnel, ne m'intéresse plus. Je travaille plus avec CNews depuis maintenant 3 ans parce que je suis en partenariat avec TF1 LCI. J'ai laissé beaucoup d'amis sur CNews. Mais le choix de Raphaël Glucksmann et de Marie Toussaint de ne pas aller au débat, c'est débile. La semaine dernière, quand Léon Desfontaines pour le PC et Manon Aubry y sont allés. On avait fait une enquête en 2022, issue du sondage jour du vote de la présidentielle, sur le vote au premier tour par téléspectateurs des grandes chaînes. Et ben j'étais frappé de voir qu'il n'y avait pas un survote de droite extrême si fort à CNews. 10% des téléspectateurs de CNews avaient voté Zemmour, il avait fait un peu plus de 7. 24, Marine Le Pen, il avait fait 23. 19, Jean-Luc Mélenchon, il avait fait 21 et demi. Donc on avait, malgré tout, parce que les sujets traités sur CNews, et je parlais tout à l'heure des motivations de vote, l'insécurité, l'immigration, sont des enjeux pour tout le monde. Et je suis frappé de voir le décalage entre la scène politique nationale, où le clivage gauche-droite reste très fort sur l'immigration et l'insécurité, et ce que nous disent les Français de gauche, où pour eux, ces sujets sont des vrais sujets. Donc il n'y a pas du côté des téléspectateurs de CNews, c'était en 2022, ça a peut-être bougé, un tropisme droitier si fort que cela. Non, et puis quand on se présente à une élection, on va parler à l'ensemble des électeurs. On parle pas que aux électeurs qui sont d'accord. On essaye de convaincre ceux qui votent pas déjà pour vous, justement. Donc, dépêche AFP, campagne de désinformation visant les JO de Paris. Le Kremlin dénonce une calomnie et une campagne de désinformation. Donc, ce n'est que de la pure calomnie. Et donc, ces accusations n'ont rien à voir avec la réalité. Les désinformeurs dénoncent la désinformation. Absolument. Allez, on se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio.